Maintenant, pour discuter des suites possibles dans ce dossier, je retrouve Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, d'abord, j'aimerais vous entendre sur l'intervention du président Trump dans ce dossier. Dans une entrevue à Reuters, il a dit qu'il pourrait se mêler du dossier de cette numéro 2 de Huawei, Mme Wang, si ça l'aidait à conclure une entente commerciale avec la Chine. C'est déjà un dossier qui est très délicat, on le sait. Quel impact cette déclaration du président Trump pourrait avoir sur la suite des choses? Bien, je dirais que ce sont des propos malheureux parce que ça vient miner cette notion de la primauté du droit et ça renforce la perception des Chinois que tout ça n'est qu'un grand jeu politique et donc ça pourrait les convaincre d'ajouter à la pression pour que le Canada laisse aller Mme Wang. Je dirais que dans le cas des États-Unis, s'ils ont des preuves convaincantes, et je pense que c'est le cas parce qu'une demande d'extradition, c'est quelque chose de sérieux, et donc je présume que ça a suivi tous les canaux internes avant qu'on reçoive la demande. À ce moment-là, on continue. Sinon, ben, il faudrait qu'ils retirent leur demande d'extradition le plus tôt possible parce que là, nous, on est entre l'arbre et l'écorce, puis malheureusement, on en paye les conséquences. Le premier ministre Trudeau a dit que peu importe les pressions américaines, le Canada allait respecter la règle de droit. Évidemment, c'est la chose à faire pour le premier ministre du Canada. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Puis on n'a pas le choix parce que en fait, ce que M. Trump a fait aussi, ça peut miner le traité d'extradition. C'est pour ça, donc, que de notre côté, il faut continuer. On joue le jeu, puis en fait, on n'a pas de choix là-dessus. Il faut suivre les préceptes de l'accord. Éventuellement, il y a un juge qui va recevoir la preuve qui a été assemblée par le FBI. Qui va étudier ça, qui va fournir une recommandation à la ministre de la Justice, qui va prendre la décision finale et décider si Mme Wang doit être extradée. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de précédents où des demandes des autorités américaines auraient été rejetées. Bon. Pendant ce temps, il y a un Canadien qui demeure, lui, détenu en Chine, Michael Kovrig, un ancien ambassadeur qui est toujours entre les mains des autorités chinoises. Il travaille pour l'International Crisis Group, une ONG qui n'est, semble-t-il, pas enregistrée en Chine. Est-ce qu'on en connaît un peu plus sur les motifs de son arrestation? Ben, je dirais d'abord que je suis très désolé par ce qui arrive à Michael. Michael est un bon collègue. On a travaillé ensemble de 2014 à 2016. Et puis, il faisait un travail remarquable. C'est quelqu'un qui fait de la belle analyse politique, qui a voyagé beaucoup en Chine, qui aimait la Chine. C'est pour ça qu'il a pris un congé sans solde. En fait, il y a toujours un lien, je pense, parce que je pense qu'il était toujours en congé sans solde. C'est que donc, il y a toujours un lien avec le gouvernement canadien. Et puis, la Chine a changé les règles sur la présence des ONG internationales dans le pays il y a quelques années, ce qui a, à toute fin pratique, avec le résultat qu'il n'y a presque plus personne, aucune organisation qui se qualifie, qui peut rencontrer des critères qui sont devenus extrêmement contraignants. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y avait une présomption que puisque ça fait déjà plusieurs années que ce groupe-là publiait des documents et puis que finalement, il n'y avait pas beaucoup de visibilité, que les choses pourraient continuer sans encombre. Mais c'est clair que les Chinois, les services de sécurité chinois maintiennent des dossiers bien sûr, sur les diplomates qui sont en poste en Chine et qui parlent mandarin, parce que on pense que vous pouvez être un espion. Et dans ce cas-ci, Michael, avec son travail avec l'ICG, traitait de questions sensibles pour la Chine, par exemple sa relation avec la Corée du Nord ou ce qu'elle fait en mer de Chine méridionale ou ses relations avec Taïwan. Il allait rencontrer des gens du gouvernement, des gens des think tanks. Tout ça était fait de façon très ouverte. Mais c'est là qu'en Chine, c'est très facile de franchir le point où des activités de reportage légitimes deviennent suspectes. Deviennent suspectes, et surtout si l'ONG n'est pas dûment enregistrée. Bon. Les autorités chinoises disent qu'elles ne savent absolument rien de l'arrestation de Michael Kovrig. Est-ce que ça vous semble plausible? Pas du tout, parce qu'en Chine, moi c'est ça, j'ai passé 13 ans, puis il n'y a pas de coïncidence. Dans ce cas-ci, ils suivent exactement le même pattern qu'avec les Garrett il y a 4 ans, à l'été
2014, ils avaient arrêté M. et Mme Garrett à peu près une semaine après que nous-mêmes nous ayons arrêté Soubine. À nouveau, Soubine, c'était suite à une demande d'extradition de la part des autorités américaines. Et ils l'avaient jamais dit de façon explicite qu'ils voulaient faire un échange, mais dans les rencontres que j'avais au ministère des Affaires étrangères, puis avec le ministère de la Sécurité nationale, c'était toujours clair qu'il y avait des sous-entendus. Si vous faites preuve d'ouverture, de flexibilité, nous aussi, on va pouvoir faire preuve. Puis vous savez qu'on veut qu'ils reviennent au pays. Et puis, malgré tous les efforts que j'avais faits à l'époque, et je suis convaincu que M. McCallum fait maintenant pour les convaincre qu'on n'a aucune flexibilité, nous avons les mains liées à cause du traité sur l'extradition, ils vont continuer à appliquer des pressions. Oui. Vous le connaissez personnellement, Michael Kovrig, vous nous l'avez dit il y a un instant. Il a été votre employé lorsque vous étiez à ambassadeur en Chine. Oui. Est-ce que vous craignez pour sa sécurité, pour sa santé? Ben oui, puis j'ai beaucoup de peine avec ce qui lui arrive. Puis malheureusement, il sait aussi, lui, qu'est-ce qui est en train de lui arriver parce que même s'il ne s'était pas occupé directement du cas des Garrett quand il était en Chine, il sait quelles étaient leurs conditions de détention. Puis les gens du ministère de la Sécurité publique, c'est pas des enfants de cœur. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est la phase de l'interrogation. Ils l'ont emmené sûrement dans une de leurs maisons où il est incommunicado. Il est détenu dans une chambre où les lumières restent allumées 24 heures par jour. Il y a toujours quelqu'un pour le surveiller dans la chambre. Et puis, il est soumis à au moins 6 heures d'interrogation chaque jour. C'est filmé, ses propos sont enregistrés. Et ils vont appliquer beaucoup de pression sur le plan psychologique pour essayer de le faire craquer et essayer de le faire avouer des crimes que même peut-être il n'aurait pas commis. Puis, donc, avec du manque de sommeil, peut-être qu'il ne sera pas toujours très bien nourri. Puis, et tout ça va aboutir éventuellement à la phase où des accusations formelles vont être faites, où on va l'accuser formellement, et là va commencer son procès. Ouais. Dans le système chinois, dans 99,9% des cas, une fois que vous êtes accusé formellement, vous êtes trouvé, déclaré coupable au procès. Dans le cas de M. Garrett, ça a pris un peu plus de 2 ans avant qu'il connaisse sa sentence. Oui. Et puisque vous le connaissez personnellement, M. Saint-Jacques, quant à M. Kovrig, comment vous pensez qu'il traverse cette période difficile? Bien, j'espère que qu'il va être capable de passer à travers ça, mais il sait à quoi s'attendre, malheureusement, parce qu'il avait connu le cas des Garrett. Et puis, c'est quelqu'un qui est solide, qui a un bon moral, puis j'espère qu'il va pouvoir résister aux pressions que les gens de la sécurité chinoise vont exercer sur lui là, avec ses interrogatoires serrés au cours des prochaines semaines. Puis je lui souhaite la meilleure des chances, puis je vais penser à lui très souvent. Des moments très intenses, sûrement. Merci beaucoup, M. Saint-Jacques. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.